Comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avère vecteur d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi. Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Houdin-Gasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de 3 enfants. Vous écoutez À Cœur Joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. Et si pour apprendre, il fallait juste vivre ? Et si on préservait ainsi le pouvoir naturel de l'enfant sur sa propre vie ? J'ai l'immense plaisir d'échanger avec Clara Bellard, actrice, chanteuse, scénariste, productrice et réalisatrice du magnifique documentaire Être et devenir. Une référence pour tous ceux qui font le choix de l'instruction en famille et plus particulièrement du unschooling, c'est-à-dire des apprentissages autonomes menés par l'enfant. Dans son film, Clara part à la rencontre de parents en France, en Angleterre, aux États-Unis et en Allemagne, parents qui ont choisi de ne pas scolariser leurs enfants, ni à l'école, ni à la maison, et de les laisser apprendre librement ce qui les passionne. Ce documentaire est une quête de vérité sur le désir inné d'apprendre. Il a pour beaucoup, et j'en fais partie, eu l'effet d'une petite bombe, venant bousculer radicalement nos perceptions de ce qu'est l'éducation, les apprentissages et l'enfance en général. Bonjour Clara. Bonjour Chloé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a mené à toutes ces interrogations sur la scolarisation et comment s'est finalement imposé ce choix de vie en dehors de l'école ? Alors en fait, je me posais pas du tout de questions parce que j'étais bien formatée en bonne petite française. Et pour moi, la question ne se posait même pas en fait. L'école était incontournable. Et en fait, quand mon premier enfant avait 6 mois, je suis tombée au marché sur une amie que je connaissais de cours de théâtre et que je n'avais pas vue depuis 10 ans, qui était elle aussi maintenant maman, qui avait un fils de 4 ans et demi. Et en fait, on s'est retrouvés comme si on s'était quittés la veille et on partageait les mêmes valeurs dans tout plein de domaines. Et du coup, on s'est beaucoup revus. Et donc, forcément, j'ai rencontré son petit garçon. Et pour te dire à quel point j'étais très formatée, pour moi, le fait qu'à 4 ans, il n'aille pas à l'école, c'était déjà très, très étonnant. Aujourd'hui, ça me fait rigoler parce que c'est tellement jeune, 4 ans. Mais voilà, pour une Française, de toute façon, avant même l'école... il y a la garderie, donc c'était vraiment très surprenant. Et puis alors, immédiatement, je me suis rendu compte que ce garçon, il avait quand même quelque chose d'un petit peu différent des enfants que j'avais l'habitude de côtoyer, dans la mesure où déjà, il me parlait comme un égal. C'était pas l'adulte. Il me parlait, il était curieux, il me posait des questions. J'avais pas l'habitude que des enfants comme ça s'intéressent, me parlent d'égal à égal, sans espèce de barrière. Et puis, il était très, très intéressé par tout un tas de choses et il poursuivait comme ça ses intérêts avec beaucoup de concentration et beaucoup de plaisir. Et puis, on s'est retrouvés du coup au parc avec d'autres enfants. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que lui, en fait. Et j'ai commencé à poser des questions moi-même sur comment ça se passait, leur journée, leurs apprentissages. Et j'étais vraiment toute pleine d'a priori parce que je me disais, mais ils vont rien apprendre. Parce qu'en fait, il s'agissait donc pas de homeschooling, d'école à la maison, mais il s'agissait de unschooling, donc d'apprentissage automotivé. Autodirigé. Oui, autogéré, ouais, il y a plusieurs termes, autogéré, mené par l'enfant. Voilà, il y a beaucoup de termes, effectivement, surtout en anglais, puisqu'il y a le life learning qui est un terme que j'aime bien. Et donc, voilà, il n'y avait pas de curriculum, il n'y avait pas de programme. Et pourtant, mais il savait des tas de choses que moi-même j'ignorais à 4 ans.
aussi bien dans le travail manuel, il savait faire des outils, il savait tailler le bois, il avait même fait une broche pour sa maman en cuivre, mais aussi bien dans des domaines plus intellectuels, on va dire. Donc en fait, les choses qui l'intéressaient, il avait vraiment passé du temps à les explorer. Et puis il s'était trouvé des mentors déjà tout jeunes, des adultes qui connaissaient des choses qui l'intéressaient, avec qui il avait pu passer du temps. Donc de là est venu vraiment un questionnement, parce que je me suis rendu compte que ça allait complètement à l'envers de tout ce que j'avais appris sur l'apprentissage, sur l'enfance. Et puis du coup est venue l'idée et l'envie de faire un documentaire, parce que j'avais vraiment envie de comprendre, d'explorer cette question moi-même comme un petit enfant en apprentissage constant, autonome. Et puis il y avait des personnes qui avaient écrit des livres et que j'avais envie de rencontrer, comme John Taylor Gatto, qui avait écrit, alors ils ont été traduits en français, j'ai plus le nom des traductions en tête, mais c'est Dumbing Us Down et Weapons of Mass Instruction, armes d'instruction massive, entre autres, et puis une histoire de l'éducation aussi. Et il y avait Naomi Aldort aussi, dont j'avais entendu des CD sur la question, même si elle ne parlait pas du unschooling dans son livre. Et bon, je me disais clairement, si je les appelle et que je leur dis je suis une maman et j'ai des questions, ils n'auront peut-être pas forcément le temps, mais pourquoi pas faire un documentaire et partir à la rencontre de personnes qui ont grandi comme ça, qui sont maintenant adultes, aller aussi dans les universités, parce que j'étais fille de chirurgien, donc très cartésien. Et évidemment, une question importante, c'est mais s'ils veulent faire des études, comment ça se passe? Donc voilà, aller contacter Harvard. J'ai aussi pu contacter rencontrer l'ex-rectrice de Brown, qui est une des plus grandes universités américaines, et dont j'ai appris que les 5 enfants eux-mêmes avaient grandi en unschooling et pourtant étaient allés à l'université. Donc voilà, c'était une quête en fait, une quête très personnelle qui, au fur et à mesure de mes découvertes et de mes rencontres avec tellement de joie, d'évidence, c'est devenu un petit peu comme une responsabilité de partager cette découverte, parce que je me suis dit que j'avais beaucoup de chance quand mon enfant était petit d'avoir été aux États-Unis, d'avoir retrouvé cette amie. C'est un petit peu plus courant aux États-Unis, mais même, c'est quand même très très rare. Donc, mais si j'avais été en France, je pense que j'aurais jamais su même que ça pouvait exister. Et puis, quand j'ai voulu rencontrer des Français, ça a été très très difficile de retrouver la trace de personnes qui élevaient leurs enfants dans cette liberté d'apprentissage. Ça a été vraiment un travail de détective. C'était en quelle année ça, du coup? Je pense que c'était vers 2012. 2011, je sais pas. Non, le tout début, c'était peut-être en 2010. Ok, et le documentaire, il est sorti? Il est sorti en salle en France en 2014. Et donc pendant tout ce temps, tu as rencontré toutes ces personnes-là un peu partout dans plusieurs pays. En fait, la grande liberté, c'est un mot qui revient, de filmer en auto, et le mot auto revient aussi, en autonomie, en autoproduction, et puis par la suite ça a été de l'autodistribution, ce qui s'est avéré aussi être une évidence pour garder justement cette liberté, ce libre arbitre. C'est que il n'y a pas de délai, il n'y a pas de deadline, comme on dit en français, de date limite pour rendre un travail, rendre des rushs, rendre un final cut, rendre quoi que ce soit. Et donc, j'ai pu, au fil des rencontres, parce que finalement, tu rencontres une personne et puis elle te parle de quelqu'un qui vit en Angleterre, qui vivait en France avant, mais qui est parti à Boulder au Colorado et qui est parti maintenant en Angleterre et qui a connu donc, qui est canadien lui-même et qui a connu cette forme d'apprentissage dans 4 pays différents et dont le fils ne savait pas lire à je sais plus quel âge, 12 ans, 13 ans, et puis qui à 14 ans a écrit une pièce de théâtre, enfin des situations vraiment assez extrêmes. Et puis tu te dis waouh, ce serait quand même top de pouvoir les rencontrer, mais le temps de les contacter, voilà. Et puis il y a toutes les autres obligations professionnelles
et de vie autour et d'élever un enfant qui font que ça se fait pas forcément immédiatement et voilà, et ça se fait quand ça doit se faire et ça lui laisse le temps à lui d'organiser des rencontres avec tout un tas d'autres personnes en Angleterre, de ce groupe d'enfants qui font des activités ensemble, qui se connaissent, et de pouvoir interviewer d'autres personnes, de pouvoir aller avec eux à un festival en Angleterre. Enfin, donc voilà, le fait de prendre son temps. Alors là, je suis vraiment à fond dans le nouveau film avec, là, ça s'étale littéralement sur de nombreuses années. Et c'est génial parce que je n'ai de compte à rendre à personne. Et donc voilà, ça s'est fait tout tranquillement jusqu'à ce que j'ai l'impression d'avoir assez de contenu pour faire un film. Et même à ce moment-là, au moment du montage, je suis repartie en Allemagne pour filmer d'autres images, pour avoir plus de visuels, parce qu'il y avait beaucoup d'idées, beaucoup de concepts qui étaient tellement d'informations révolutionnaires pour beaucoup d'entre nous que c'était important aussi d'avoir des pauses poétiques, des moments pour respirer, pour essayer d'assimiler tout ça. Mais même, je me rends compte que souvent on me dit qu'on a besoin de voir le film plusieurs fois et puis qu'à chaque fois qu'on le voit, on reçoit des informations différentes. Et même moi, ça m'est arrivé d'aller à un ciné-rencontre et d'arriver un peu plus tôt. La séance avait commencé en retard et d'entendre des choses et d'avoir l'impression de les entendre pour la première fois. Parce qu'en fait, c'est très dense, presque trop dense ce film et il y a beaucoup d'informations. Donc voilà, même Alors pour moi, moi. à titre personnel, je l'ai vu avant d'être en IEF et après. Et c'est vrai j'ai des perceptions, j'ai eu des perceptions différentes la deuxième fois. J'ai compris certaines choses que j'avais pas cernées la première fois parce que j'étais pas encore dedans et j'avais pas encore fait ce choix. Et effectivement, c'est vraiment un documentaire à voir, à diffuser au plus grand nombre et puis à revoir aussi, ouais, comme tu Ce dis. qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des personnes qui l'ont vu avant d'être parent. J'ai cru, quand tu m'as dit avant, j'ai cru que c'était ce que tu allais dire. Avant d'être maman, non, avant d'être en IEF Non, pour ton cas. ouais. Mais en tout cas, du coup, ça permet de se poser des questions sur la façon d'être avec son enfant parce que ça va au-delà des apprentissages. Et c'est très précieux en fait ces témoignages. On a parfois des retours de papas en fait qui sont dans la salle et qui sont en larmes à la fin. J'ai jamais vu autant d'hommes pleurer que dans ces cinémas. C'est très touchant parce que souvent, on a des pressions de la société, et puis parfois encore plus en tant qu'homme, des pressions de la famille, de vouloir que son enfant soit à la hauteur, ne passe pas à côté de quoi que ce soit. Et puis du coup, ça peut abîmer la relation. Et on se rend compte qu'en fait, c'est jamais trop tard pour aller vers son enfant, même si c'est plus un enfant, et de lui dire que finalement qu'on est heureux qu'il soit lui-même ou elle-même et, et qu'on l'accepte et qu'on l'aime tel qu'il ou elle est et tout à coup de réparer la relation et, euh, et de découvrir ce que c'est d'avoir cette relation-là, en fait, qui n'est plus de la domination, mais qui est un partenariat où on s'entraide et on s'écoute et on se respecte et on s'accepte pour qui on est. Mais c'est un gros travail parce que du coup, ça amène à la réflexion de devoir se respecter soi-même aussi pour qui on est. Et souvent, on est très dur en tant que personne qui a été justement très scolarisée, très brimée. On est très, très dur envers soi-même. Donc ça amène à un travail sur soi en fait qui est énorme. Mais pour en revenir à ce que je disais, oui, si on le voit avant d'être parent, mais il y a aussi des personnes qui sont venues le voir, qui n'étaient pas parents et qui n'avaient pas l'intention de l'être, et qui sont venues pour en fait répondre à des questions par rapport à leur propre vie et ce qu'ils faisaient de leur vie et où ils en étaient, ce qu'ils faisaient dans la vie comme travail, la façon de laquelle on les traitait au travail, pouvoir finalement dire stop, partir, pouvoir éventuellement accepter l'idée de gagner 2 fois moins d'argent mais de faire ce qui leur plaisait vraiment. On a des jeunes femmes, pas mal de jeunes femmes qui sont venues et qui nous ont parlé du syndrome de la bonne élève. Je connaissais pas trop en fait, mais elle me disait elle disait aux spectateurs que
toute leur enfance et leur adolescence, ben, elles paraissaient aux autres être complètement épanouies dans leur scolarité parce qu'elles avaient des bonnes notes, elles se plaignaient pas. Mais en fait, elles n'étaient plus du tout à l'écoute d'elles-mêmes, elles ne savaient plus ce qui les intéressait et elles étaient sans arrêt à se préoccuper, à répondre à la demande de l'autre, à l'attente de l'autre. Et finalement, elles arrivaient à 18 ou 20 ans complètement paumées, certaines dépressives parce que ne sachant plus du tout écouter la petite voix intérieure qui leur dit ce que elles ont envie de faire, ce qui les fait vibrer. Et finalement, c'était très étonnant parce que effectivement, on connaît tous ces personnes qui, vues de l'extérieur, sont des élèves brillants, souvent brillantes, c'est souvent des filles effectivement, et qui ont l'air d'avoir tout pour elles, et on ne sait pas du tout ce qui se passe au fond finalement à l'intérieur d'elles. Oui, parce que la petite flamme a été éteinte, en fait. Elle a été étouffée par un conditionnement avec des attentes et des apprentissages définis qui ne partaient pas justement d'un désir profond qui émane de la personne elle-même. Exactement. Est-ce qu'à un moment, tu as douté, toi, dans ce parcours? Ben, je pense que forcément, il y a des moments où c'est difficile de voir que notre enfant ne fait pas les mêmes choses, ne sait pas faire les mêmes choses exactement au même moment que les autres. Et est-ce que c'est OK? Je pense qu'il y a tellement de pression en tant que parent, on veut tous le meilleur pour notre enfant. Mais dans ces moments-là, je me rappelle tout ce que mon enfant sait, que les autres ne savent pas, tout ce qu'il fait qu'ils ne font pas. Et puis je vois surtout sa joie de vivre, sa joie à se lever le matin, à poursuivre ses intérêts. Et je me dis, bon, c'est OK. Et puis je vois combien les enfants se spécialisent et sont concentrés sur ce qui les intéresse, et combien du coup, comme le disait André Stern, en fait, le fait d'avoir du temps, de ne pas être interrompu, c'est ce qui fait qu'on est compétent en fait. Et cette compétence, c'est pas que l'enfant est plus doué qu'un autre, c'est juste qu'on l'a pas interrompu, qu'on l'a laissé vraiment aller au fond et ne pas être superficiel. Et ça, j'adore chez John Gatto, dans Dumbing Us Down, il nous parle de tout ce qui fait qu'on nous apprend finalement à la superficialité, la cloche qui sonne au bout de, bon, lui dit 50 minutes, c'est le cas aux États-Unis, bon, 55 minutes, 1 heure. Voilà, l'enfant est captivé par les complexités d'un sonnet de Shakespeare, il dit, et puis c'est l'heure d'aller courir autour de la cour de récréation, et puis voilà, quand on est juste en train de commencer à rentrer dans le sujet et à être captivé, paf, il faut passer à autre chose, et puis c'est surtout pas nous qui le décidons. J'ai lu dans une de tes interviews, tu as dit « La confiance en soi ne s'apprend pas, sauf si elle a été cassée ». C'est qu'aujourd'hui, on peut voir tout un tas de livres pour enfants qui parlent de la confiance en soi, comme si c'était quelque chose à acquérir, quelque chose qu'on pouvait trouver comme ça, quelque part. Ouais, ça c'est terrible. Enfin, vraiment, c'est terrible parce que, ouais, effectivement, depuis la toute petite enfance, on leur tape sur les doigts. Et moi, j'ai vu même mes parents, les grands-parents de mon fils, s'il renversait quelque chose sur la table par accident, vouloir lui taper sur les mains pour lui apprendre que c'était pas bien. Enfin, comme s'il était pas capable de voir lui-même que le fait de renverser quelque chose, c'était pas bien. Donc effectivement, on est sans arrêt à leur dire non, stop, c'est pas bien, à les corriger. Et j'adore l'auteur John Holt, qui est d'ailleurs aussi traduit. Je pense que j'avais aussi présenté un livre à mes éditrices, à l'éditrice de mon livre, donc qui s'appelle Être et devenir, faire confiance à l'apprentissage naturel des enfants. Et donc ce sont les éditions Instant Présent. Elles ont traduit et publié des livres de John Holt, dont un qui s'appelle Learning All the Time. Alors je sais plus du tout comment ça s'appelle en français, mais il explique bien, je trouve que c'est vraiment très intéressant, comme même quelque chose qui semble évident, qui est de corriger si l'enfant dit j'aime bien ce camion jaune et en fait il est rouge. Pour John Holt, déjà rien que le fait de dire non, c'est pas jaune, c'est rouge, mais on le fait tout le temps, et puis on le fait pour aider en fait, pour montrer le bon chemin, la bonne façon de dire les choses. Alors pour John Holt,
Déjà, c'est pas une bonne idée parce que l'enfant, il est pas bête, il va vite comprendre à force d'entendre les autres dire que telle chose est rouge et telle chose est jaune. Il va pas grandir, il va pas arriver à 20 ans en pensant que jaune c'est rouge et rouge c'est jaune, quoi. Ça, c'est pas un problème. Donc, par contre, le fait d'être corrigé sans arrêt, et puis si t'es un petit enfant qui apprend, c'est comme quand t'apprends à parler une langue étrangère, quoi. Tu te plantes sans arrêt. Le fait d'être sans arrêt rectifié, bah, déjà, ça a pour lui des conséquences sur la confiance en soi qui est extrêmement précieuse et en effet qui est fragile quand même. Et au bout d'un moment, il se dit bon, ben, en fait j'ai tout faux, quoi. Il n'y a pas moyen, c'est même pas, il vaut mieux pas que j'ouvre la bouche, quoi, je vais encore me planter. Donc je simplifie un peu, quoi. Faut lire John Holt, mais c'est vachement intéressant parce que c'est vrai qu'instinctivement on a envie de corriger sans arrêt. Et et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce qu'il va nous entendre dire les choses correctement, il va bien finir par assimiler. Il y a un moment où ça se fait tout seul. D'ailleurs, c'est magique. On voit bien comment l'enfant apprend à parler. C'est magique. Et puis quand il est bilingue ou trilingue, comme c'est le cas dans notre famille, c'est de la pure magie. Comment fonctionne le cerveau humain? Donc, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. S'il parle, s'il dialogue avec quelqu'un dans une langue de façon régulière, il va finir par assimiler cette langue de façon correcte. Euh, voilà, donc par rapport à la confiance en soi, je pense qu'en effet, on fait beaucoup de dégâts. On fait beaucoup de dégâts en comparant, en mesurant. Il y a une citation, je ne sais plus de qui elle est, qui est « On n'a jamais fait grandir personne en le mesurant ». Donc, on est sans arrêt en train de noter, de comparer, de voir si ça va, si c'est assez bien ou pas. Et qu'est-ce que ça apporte, à part effectivement de nous faire douter de nous? Ouais, les notes, la moyenne, il faut que ça soit dans la moyenne. Ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adultes qui consultent pour des problèmes de confiance en soi. Je veux dire, c'est un problème vraiment récurrent à l'échelle de toute la société. Alors les adultes, absolument, parce on est tous passés par ce système qui nous casse. Maintenant, les enfants, mais si on les respecte, on les laisse vivre, on les laisse être eux-mêmes, on les laisse aller à leur rythme, on les laisse découvrir, mais il n'y a pas de souci, quoi. Ils sont solides, tu les vois quand ils commencent à marcher, qu'ils tombent, qu'ils se relèvent. Moi, je me souviens de ma fille, elle voulait marcher, elle avait 9 mois, elle avait décidé qu'elle allait marcher. Puis on se dit, ah ouais, elle va marcher hyper tôt. Et puis finalement, comme la plupart des enfants, elle a marché quand même un peu plus tard, vers 1 an. Et mais bon, ça fait que pendant 3 mois, tous les jours, elle se disait, non, non, aujourd'hui, je vais marcher. Et elle tombait, et elle se relevait. Mais elle se disait pas, mais je suis nulle, j'arriverai à rien dans la vie, je suis pas capable, alors que je pensais l'être. Pas du tout, hein. Elle se faisait des bobos et puis paf, elle se relevait. Donc on voit bien que c'est comme ça, quoi, quand il y a l'élan, quand il y a l'envie, mais rien ne les arrête, à part effectivement nos regards réprobateurs, nos regards jugeants, nos critiques constantes, voire malheureusement nos cris au pire. Ouais. Et puis notre volonté aussi que ça aille plus vite. Enfin, c'est vrai que même la marche, tu disais, voilà, on est tenté de les tenir, ce qui est très mauvais d'ailleurs pour leur équilibre, etc. Mais de les tenir, pour les accompagner, en fait, c'est comme si on ne faisait pas confiance en leur capacité à le faire seul, à leur rythme. Et Oui, pour c'est les notre accompagner. impatience, c'est notre anxiété, c'est vouloir être dans les temps comme si c'était voilà, comme si c'était important de dire voilà, telle chose est faite, rayer de la liste, Ouais. au détriment de l'enfant et de son propre rythme. Exactement. Dans la même continuité de ces problématiques de confiance en soi, quand on discute parfois de ce choix de vie hors école, on entend beaucoup de parents dire moi je ne serais pas capable. Euh, je trouve que c'est quelque chose en tout cas moi je l'entends beaucoup. Quand on décortique un peu, c'est d'une part pas capable d'être tout le temps avec ses propres enfants, et d'autre part aussi de leur faire l'instruction, parce que parfois on peut s'imaginer l'instruction en famille comme du contenu scolaire qui est rapporté à la maison, alors que là, dans le cas du unschooling, ce dont on parle
depuis tout à l'heure, on s'affranchit des programmes scolaires pour ne s'intéresser qu'à ce qui fait vibrer l'enfant. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ces parents qui se pensent d'emblée pas capables? Alors, il y a beaucoup de choses là dans tout ce que tu viens de dire, mais effectivement, il n'y a pas capable. euh, Parce que le parent pense qu'il va falloir être le tuteur de son enfant, l'enseigner, avoir des connaissances que peut-être il ne maîtrise pas. Et puis, il n'y a pas capable pour des questions plus psycho-émotionnelles. Alors, moi, je dirais que capable, on l'est tous, mais la question, c'est est-ce qu'on en a vraiment envie? Et c'est OK qu'on n'ait pas forcément tous envie de passer... Enfin, malheureusement, après, il y a plein de questions aussi qui entrent en jeu, de voir comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé l'accouchement, s'il y a eu la possibilité de vraiment créer le lien avec son enfant, avec un accouchement physiologique, que les hormones, l'oxytocine puissent être produite parce que vraiment on a été en contact très proche avec son enfant à la naissance et qui nous a pas été arraché, parce que je pense que physiologiquement on a tous envie de passer du temps avec notre enfant, c'est naturel, mais après sans aucun jugement, voilà, il y a des personnes qui sont plus concentrées sur leur carrière, c'est important pour eux, le fait éventuellement de gagner beaucoup d'argent, d'accumuler des richesses ou voilà, d'aller très loin professionnellement. Alors ça, ce sera forcément incompatible avec le unschooling parce que tu ne seras pas disponible et ton enfant, s'il n'est pas avec toi, que tu es indisponible, il vaut peut-être mieux qu'il soit dans une institution. Alors après, il y a toutes sortes de possibilités, il y a des écoles démocratiques. On n'en a pas forcément envie. L'envie de passer beaucoup de temps avec son enfant. Moi, je dis que c'est dommage parce que c'est extraordinaire et ça passe tellement vite. C'est absolument merveilleux de passer du temps ensemble. Mais si on n'a pas cette envie, ben alors voilà, chacun fait son choix en fonction de ce qui fait sens pour sa famille et pour soi-même. Maintenant, le fait d'être capable, donc il y a deux questions. Il y a la question, est-ce que mon enfant va pouvoir apprendre? Est-ce que je suis capable? Alors, comme il ne s'agit pas d'être le tuteur de son enfant, mais au contraire de l'aider à se trouver ses mentors et ses réponses qui ne viendront la plupart du temps pas des parents, c'est pas un problème. L'enfant, très vite, c'est lui-même d'ailleurs qui va aller se trouver les bonnes personnes. Donc, il n'a pas cette question-là de est-ce que je suis assez qualifiée? Non. Par contre, clairement, est-ce que je serais capable et encore une fois, est-ce que j'ai envie de faire ce travail sur moi, de lâcher prise, de ne pas avoir d'attente? Parce que c'est très dur. Ça, c'est très dur. Mais c'est un cadeau pour le parent. C'est pas un sacrifice de travailler sur soi. Du coup, comme je disais tout à l'heure, ça se reflète sur l'image que le parent a de lui-même, de ce qu'il fait dans sa vie. Il ou elle, est-ce que je suis réellement en train de poursuivre mes intérêts, de faire un travail qui soit m'apporte la rémunération dont j'ai besoin, mais qui m'épanouit? Ou est-ce que voilà, je suis en train de juste me préoccuper de payer le loyer? Alors est-ce que dans ce cas-là, il vaudrait pas mieux déménager? Alors très souvent, c'est quitter la ville qui est trop chère et pouvoir vivre avec moins de revenus et pouvoir faire ce que j'ai réellement envie de faire. Donc on avait une famille qui était venue, le film était passé au festival du film de Rio de Janeiro au Brésil. Et ils avaient vu, ils étaient complètement bouleversés parce que le père voulait être vétérinaire, mais il n'avait pas trouvé de poste, donc il travaillait finalement dans un poste de santé où il était fonctionnaire et où il avait des horaires épouvantables. Et en plus, il était harcelé par son supérieur. Et la fille pleurait tous les matins pour aller à l'école. C'était l'horreur, il fallait la traîner. Et du coup, ils avaient investi dans une école alternative qui coûtait très cher. Donc du coup, ils étaient serrés. Et finalement, c'était toujours la même chose pour elle. Elle pleurait toujours pour y aller. Donc ils sont venus voir le film et ça les a complètement bouleversés. Et ils sont revenus nous voir. Après, on nous avait invités pour
d'autres projections quelques mois plus tard. Et ils sont venus nous voir pour nous raconter, en fait, et raconter au public qu'ils étaient partis à 1 heure de la grande ville, qu'ils avaient donc maintenant non seulement moins de frais, mais ils avaient en plus un potager, et que la fille n'allait plus à l'école et que le papa était enfin vétérinaire, réalisait son rêve. Donc finalement c'était gagnant-gagnant pour tous, quoi. C'est pas comme on l'imagine parfois, le parent se sacrifie pour passer du temps avec des enfants. Puis les enfants finalement qui sont pas scolarisés, surtout les enfants qui n'ont jamais été scolarisés, ils sont très autonomes, ils sont habitués à jouer d'eux-mêmes, à travailler d'eux-mêmes, à se faire leur emploi du temps, à avoir des activités avec d'autres enfants, mais souvent la logistique vient d'eux, enfin. Donc, c'est pas ah là là, je veux voir un enfant dans les pattes toute la journée. Au contraire, alors ce qui est très amusant, c'est que les parents, j'entends souvent ça d'ailleurs comme réflexion, c'est que les parents qui ne connaissent que leurs enfants scolarisés, eh bien, souvent se plaignent du fait que leurs enfants, pendant les vacances, ils sont dans leurs pattes, ils savent pas quoi faire, il faut sans arrêt leur dire, parce que forcément, ce sont des enfants à qui d'heure en heure on dit quoi faire. Donc tout d'un coup, on les largue et on leur dit, non, là, t'as 1 semaine ou 2 semaines où tu fais ce que tu veux. Mais premièrement, comme on disait tout à l'heure, ils savent plus. Ils savent plus ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont l'habitude qu'on les dirige, qu'on leur dit maintenant tu vas faire ça, maintenant tu passes à autre chose, c'est l'heure. Donc du coup, ils sont plus pesants pour les parents. Et donc les parents n'imaginent pas ce que ce serait de vivre avec des enfants côte à côte qui font leur activité, qui sont en train de vivre leur vie. Et le parent travaille à côté ou cuisine et parfois en oubliant même qu'il y a un enfant dans l'autre pièce en train de jouer parce que l'enfant est tellement discret. Et puis l'enfant a l'habitude aussi de respecter la concentration des autres. Il est respecté lui-même, donc c'est pas difficile pour lui de comprendre. Tiens, là, je vais avoir besoin de me concentrer pendant quelques heures. Je vais te dire quand j'aurai terminé. Voyons si tu as tout ce dont tu as besoin. Si l'enfant est petit, attrapons les choses qui sont trop hautes pour toi, pour que tu les aies à portée de main. Et c'est tellement fluide, en fait. C'est ça, c'est fluide. Et d'ailleurs, c'est Arnaud Stern qui dit dans ton documentaire, nous n'avons jamais sacrifié notre vie pour nos enfants, nous l'avons partagée avec eux. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est la vie, quoi. Il y a 2 phrases de lui que j'adore. Il y a une phrase dans le film qui me revient souvent et qu'on me cite souvent, c'est, alors je sais pas textuellement, mais c'est si nous ne donnons pas le meilleur de nous-mêmes à nos enfants, à qui va-t-on le donner ? À qui on donnera le meilleur de nous si ce n'est pas à nos enfants ? Merci. Merci. Alors après, il ne faut pas croire que c'est toujours facile et que c'est que des familles parfaites. Hein. Bien sûr, il y a des moments où, comme dans toutes les familles, où on est pressé, les choses se passent pas toujours de façon fluide, mais dans l'ensemble, c'est du bonheur. C'est du bonheur d'apprendre ensemble, de grandir ensemble, de travailler sur soi en permanence, d'être confronté justement à notre propre formatage, à voir où ça bloque, et c'est vraiment un cadeau. Ouais. Et on peut parfois entendre qu'on ne prépare pas suffisamment les enfants à une vie professionnelle et à la vie en société en faisant ce choix d'être non scolarisés. Oui, alors en fait, on oublie qu'en fait, on prend les enfants, littéralement, on les éjecte de la société et on les met quelque part pendant 12 ans, où en fait, ils sont extraits de la vraie vie, si on peut dire. André Stern parlait souvent du grand bain de la vie. Et on fait d'ailleurs la même chose avec les aînés, qu'on met dans des maisons spéciales, et on les sépare des enfants alors qu'ils auraient tellement à se donner, à partager. On en parlait tout à l'heure des mentors, mais c'est souvent justement des personnes retraitées qui ont tout le temps et qui sont ravies de pouvoir partager leur passion, leur vie avec des enfants qui s'intéressent à ces domaines. Mais donc voilà, c'est tellement habituel, c'est tellement normalisé de mettre les enfants à l'écart pendant 12 ans qu'on oublie que c'est pas les préparer à la société. Puis aussi, quelle société, quelle vie, quelle
quel contexte de travail on a envie de leur proposer pour leur avenir? Est-ce que c'est réellement un contexte où on est sans arrêt dans la hiérarchie, dans la comparaison, dans des espèces de notes, oui, d'évaluation, de carottes et de bâtons? Est-ce qu'on veut ça pour leur vie professionnelle? Voilà, il faut vraiment se poser la question, parce que si oui, alors effectivement, l'école telle qu'on la connaît, par laquelle on est passé pour la plupart d'entre nous, elle prépare bien à ça, effectivement, à dire oh là là, mon Dieu, je suis pas assez bonne, elle est mieux, à se comparer, à se diminuer. Moi, c'est pas ces valeurs-là que j'espère pour mes enfants. Donc, je suis contente de les voir se préparer en étant justement dans la vie. Quand on rencontre des enfants unschooler, on voit que souvent ils font déjà des apprentissages qu'ils auraient pu faire beaucoup plus tard, après justement le sacrifice des 12 années un peu perdues, où on apprend des choses et puis on en oublie un grand maximum. Mais par exemple, pour ceux qui s'intéressent, mais enfin, on peut prendre n'importe quel exemple, hein, que ce soit la menuiserie, que ce soit la pâtisserie, que ce soit une jeune fille que je connais qui est devenue tatoueuse. Bon, elle n'a pas attendu 18 ans pour se former. Enfin, mais quel que soit le domaine. Mais après, évidemment, si c'est médecine, si c'est ingénieur, il va falloir passer par des institutions. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils passent le bac plus tôt, parce que s'ils savent déjà que c'est ça qui les intéresse, ils se préparent, ils passent l'examen en candidat libre, ou à l'étranger, c'est pas le bac, c'est autre chose. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui passent l'équivalent américain. Et le high school degree qui leur permet justement d'aller à l'université. Et voilà, et ils y sont dans la vie, en fait, on les a pas retirés. Donc la question, c'était quoi? Les parents s'inquiètent qu'on ne les prépare pas à quoi? Oui, à une vie professionnelle et à la vie en société, tu sais, avec cette fameuse socialisation. Alors en fait, la question de la socialisation, je trouve que c'est super intéressant, parce que c'est plein d'a priori et c'est complètement déconnecté de la réalité, en fait, puisque les enfants qui sont scolarisés, ils sont avec 20 personnes du même âge et du même quartier. Donc c'est quand même très pauvre comme socialisation, nés la même année. Moi, j'aimerais vraiment pas passer mes journées avec 20 personnes qui sont du même quartier et de la même année. Heureusement, c'est pas le cas. Mais alors, en fait, c'est une question qui revient tellement, qui préoccupe tellement, qu'on a un chapitre sur ça. Alors, le livre, Être et devenir, faire confiance à l'apprentissage naturel des enfants, qui existe malheureusement qu'en français pour le moment, mais qui est vraiment super intéressant. Parce qu'en fait, on a pris avec mon éditrice toutes ces questions qui reviennent en salle, qui préoccupent beaucoup, qui sont anxiogènes, et on les a organisés thématiquement, ce qui fait qu'on peut le consulter comme une encyclopédie, en fait. Et on a pris les témoignages les plus aidants, vraiment la crème de la crème dans tout ce qui avait été filmé, puis beaucoup de choses avaient été filmées quand même. Surtout quand des personnes venaient pour un ciné-rencontre unique, des personnes merveilleuses qui sont venues nous partager, enfin, Isabelle Filiosa, François Bégodeau, des personnes tellement variées, en fait, des neuroscientifiques, des personnes qui sont spécialistes des enfants. Et donc, on a vraiment pris pour chaque question ce qui aidait le plus. Et là, pour la socialisation, il y a pas mal de choses, en fait, parce que c'est tellement énorme. Mais alors, moi, j'ai en particulier une réponse de Claudia Renaud que j'aime beaucoup. Elle dit: c'est étonnant à quel point la socialisation est une des premières réactions de tout le monde, comme si c'était une réponse récitée plutôt que réfléchie. Je pense que nos enfants sont sociables, état de fait, et non socialisés. La forme du mot montre un processus qui n'est pas spontané. Pour moi, ça signifie seulement que les enfants socialisés ont intégré les valeurs négatives implicites dominantes de la société, d'une certaine société. Je prive donc exprès mes enfants de cette socialisation délétère à mon sens. Je ne veux pas de cette transmission de la hiérarchie, de la compétition aggravée par le côtoiement avec 25 enfants du même âge, situation artificielle, de l'acceptation du jugement du chef, voire de l'humiliation, des relations basées sur les rapports de force,
du fait de devoir supporter une situation désagréable qu'on n'a pas choisie, des phénomènes de groupe, moquerie, rejet, du recours à un spécialiste plutôt que la confiance faite à soi-même, du travail solitaire, on est puni si on copie, du travail laborieux. Ces comportements-là existant dans la société, nos filles les découvrent avec un dosage en fonction de leur perception du monde et avec notre accompagnement. La prof de gym est super, mais les autres n'arrêtent pas de parler comme si ce qu'elle propose ne les intéresse pas. Cela m'attriste néanmoins que la grande majorité des personnes qu'elles côtoieront auront eu à absorber cette socialisation qui semble aller de soi dans la vision du monde de beaucoup d'adultes. Il faut s'habituer tôt aux contraintes. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. La sociabilité s'acquiert par la vie avec les autres où l'on attend son tour, on n'interrompt pas, on fait attention aux autres, on arrive à l'heure, on absorbe la gentillesse et la courtoisie de son entourage. D'ailleurs, les enfants récemment déscolarisés ont besoin de quelques mois pour se poser. Pendant un temps, on les voit encore facilement agressifs ou moqueurs, mettant en scène une maîtresse autoritaire ou des camarades compétitifs. Voilà, la prochaine question, c'est un choix élitiste. Alors ça, je te dis pas aussi, c'est hyper... Il faut l'acheter ce bouquin, parce que... C'est bien ce qu'elle dit, non? Tu vois un peu que je pouvais pas te le réciter par cœur parce que, en fait, comme c'est mon éditrice, Claudia, elle a eu le temps de revoir ce qu'elle avait dit en salle et de le compléter, tu vois. Donc, effectivement, on voit que c'est quand même c'est très recherché, c'est très complet. Quand on répond comme ça de vive voix, c'est certainement moins complet que cette belle réponse qu'elle a faite, mais je m'identifie totalement à ce qu'elle dit et voilà, je trouve que on fait des phrases toutes faites, la socialisation, mais de laquelle est-ce que vous parlez? C'est ça la question. Ouais. Oui, j'en avais parlé avec Thierry Pardo, c'est une sorte on appelle ça un psittacisme, c'est quelque chose qu'on répète comme ça, mais en fait, on sait pas trop ce que ça veut dire. Et la socialisation, enfin, c'est une petite rengaine comme ça qui revient, mais finalement, ça n'a pas été réfléchi, c'est exactement ce que dit Claudia Renaud. Oui, ouais, c'est appris en fait, c'est du tout fait. Et d'ailleurs, quand il y a beaucoup de culturel en fait aussi où on se pose pas de questions parce que c'est tellement habituel, c'est tellement normalisé. Je me souviens quand mon premier enfant était bébé et que je lisais des choses sur le développement du cerveau, sur les enfants, sur les bébés et je faisais beaucoup de choses finalement parce que j'avais eu la chance d'avoir l'information sur d'autres possibilités en fait. Comme l'hygiène naturelle, hein, le fait que aucun animal n'a envie de se souiller, et c'est pas une exception pour l'être humain. Donc mes enfants ne se sont jamais souillés avec du caca. Ils m'ont toujours fait savoir quand ils avaient besoin et on les a toujours aidés pour ne pas avoir besoin de faire ses besoins dans une couche. Donc jamais j'aurais pu deviner une chose pareille puisqu'on nous inculque le contraire. On nous dit qu'ils ne maîtrisent pas leur sphincter, comment on dit en français, ouais. Sphincter, merci, que jusqu'à un certain âge. Alors qu'en fait, en anglais, ils disent qu'on doit les potty train. Comment tu dis en français quand on leur apprend à aller faire pipi sur le pot? Donc ils disent potty train, alors qu'en fait, on les diaper train, ça veut dire qu'on leur apprend que c'est normal de se souiller en fait, parce qu'on leur donne pas d'autre choix. Parce qu'ils ont beau pleurer, hurler, même on voit des parents par ignorance, parce que comme moi-même j'aurais été ignorante si j'avais pas eu la curiosité et la chance de faire des découvertes autres sur ce qui s'était toujours fait en Asie, en Afrique, partout, voilà, d'être à l'écoute de son enfant. On voit que l'enfant est en train de pousser, et puis le parent il sourit, dit il va faire caca, là il a besoin, et ça lui viendrait pas à l'esprit de le tenir au-dessus d'un récipient pour qu'il n'ait pas à se souiller, c'est dégoûtant. Et puis après, ils sont pas contents de devoir changer les couches, le caca, c'est dégoûtant. Mais pourquoi faire? Il n'y a pas besoin. Donc effectivement, voilà, quand maman me voyait faire des recherches sur tout un tas de choses, à l'époque, c'était justement, tu en parlais tout à l'heure, le fait de laisser son enfant s'asseoir quand il sera prêt, marcher quand il sera prêt. Mon papa était orthopédiste, donc bon, lui, il savait que le fait de faire marcher l'enfant, c'était pas bon si le genou n'est pas prêt. Il y a que l'enfant qui sait si son genou est prêt. Si tu le fais marcher avant, c'est mauvais. Ça peut lui faire du mal, vraiment. Et donc, souvent, on voit les parents faire marcher leurs enfants. Donc, voilà. Il y a en France aussi des centres où tu vas retrouver ta sage-femme et en fait, tu amènes ton bébé. Et c'est basé sur en fait les écrits les travaux d'Amy Pickler qui travaillait dans des orphelinats en Hongrie et qui avait
beaucoup étudié certaines questions par rapport au développement du bébé, son autonomie, etc. Et aussi, en fait, c'est vraiment basé sur le respect du corps du bébé et de ne pas le mettre dans des positions euh, pour lesquelles il n'est pas encore prêt. Dans cette philosophie d'Amy Pickler, une des choses les plus belles, c'est de ne pas restreindre le corps de l'enfant, en fait. Donc, il nous encourage pas à utiliser des objets dans lesquels le bébé est attaché pour qu'il puisse être libre justement de se mouvoir et de le laisser le moins de temps possible. Bon, dans les sièges auto, là, on est obligé. Mais tout le reste, éviter parce qu'il s'agit de liberté de mouvement. Et les études maintenant, des années plus tard, ont confirmé, ont montré que la liberté de mouvement est liée au développement de cerveau sain et aussi des émotions. Parce qu'il semble que le corps joue un rôle majeur dans je suis en train de faire la traduction simultanée d'un petit texte que j'avais écrit pour la promotion d'un de ces lieux pour remercier une amie. Et donc voilà, parce que d'ailleurs mon mari fait un travail avec Antonio Damasio, le neuroscientifique, et justement lui-même a montré le lien entre le corps, les émotions et le développement du cerveau. Donc si le mouvement est restreint pendant trop longtemps, donc siège auto, même les portes enfants où l'enfant est trop restreint, les chaises hautes, les choses où on les fait sauter, là je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, eh bien il pourrait y avoir des conséquences sur pas seulement le développement d'un corps sain, mais aussi du corps physique, mais aussi du cerveau. C'est quand même incroyable de découvrir ça. Donc, effectivement, dans l'erreur de Descartes d'Antonio Damasio, il explique que les émotions ont lieu d'abord dans le corps, qui envoie les informations au cerveau, qui ensuite les analyse. Donc, c'est vraiment fascinant. Et si c'est vrai, plus le corps a de liberté, et mieux l'enfant sera capable de gérer ses émotions. Et aussi, quand il est dans une chaise haute, il est complètement coincé en fait et il ne peut pas partir quand il a terminé. Donc, effectivement, c'est pratique pour les parents, mais c'est très restrictif pour le bébé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est que quand le bébé est très jeune, on le nourrit en fait dans les bras, on le prend dans les bras et donc d'ailleurs, bon, en général, elle disait que c'était avec des purées, mais nous, on a aussi découvert qu'on pouvait totalement sauter ça et que quand l'enfant est prêt, il tend la main et il essaie de prendre les choses. Et donc, évidemment, il y a quelques choses qui sont dangereuses comme les amandes, les cerises, les olives. À cause de leur format, effectivement, ça peut rester coincé, mais à part ça, s'ils prennent un petit bout de pomme de terre, un petit bout de quelque chose qu'ils vont ronger, ou quand ils sont prêts, de toute façon, ils tendent la main. Et avant, s'ils vont pas instinctivement vers la nourriture, c'est qu'ils sont pas prêts et ils sont encore au lait. Donc l'enfant il sait, c'est lui. On parlait de ça avec Claude Didier Jean Jouveau dans le précédent podcast. On parlait de la diversification menée par l'enfant, on appelle ça la DME. Les pédiatres nous imposent de commencer, alors parfois c'est 4 mois, parfois c'est 6 mois, de commencer les purées, etc. Alors en fait, l'enfant va spontanément se montrer son intérêt pour la nourriture ou non. Enfin, Mais pourquoi est-ce qu'il demande de faire ça? Enfin, je comprends pas. En France, non, 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 non. On encourage à allaiter le plus possible. Alors, en France. Moi, jusqu'à 9 mois. En France, ils recommandent jusqu'à 2 ans. Hein. Non, mais je veux dire allaiter exclusivement. Non, c'est 6 mois. 6 mois. Là, c'était 9 mois. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui comment sont les recommandations. Bon, toujours est-il que de toute façon, c'est l'enfant qui montre à quel moment c'est OK pour lui. Parfois, ça va être plus tôt aussi. En général, Claude Didier Jean Jouveau disait que c'était vers les 6 mois, mais il se peut que ça soit un peu avant, il se peut que ce soit bien après. Enfin, il suffit de regarder l'intérêt de l'enfant pour la nourriture, en fait. Exactement. Donc, oh là là, je me suis vraiment éparpillée. Mais bon, pour conclure sur Amy Pickler, donc on les nourrit dans les bras. Donc même dans les orphelinats, c'était extraordinaire les résultats qu'elle obtenait sur finalement après l'autonomie des enfants et leur bien-être émotionnel. Pendant les repas, ils étaient nourris dans les bras. Et
Et ensuite, dès qu'ils peuvent s'asseoir, ben, il y a des petits tabourets en bois et une petite table. Et donc, quand ils sont bambins, ils s'assoient et ils restent assis. Et voilà. Et leur grâce et leur fluidité, quand tu vois ces bébés, c'est extraordinaire. Donc, pourquoi est-ce que je lui ai parlé d'Amy Pickler? C'est que je disais que ma mère était un petit peu énervée que je lise des choses sur les bébés, les différentes philosophies, etc. Parce qu'elle me dit, mais écoute, élever un enfant, c'est instinctif. Et ce que m'avait répondu justement je sais pas comment appeler ça, la facilitatrice de ce centre Amy Pickler où on allait avec notre bébé, c'est que très souvent on pense que ce qu'on fait est instinctif, alors qu'en fait c'est culturel et qu'on reproduit ce qu'on a vu faire à nos mères, à nos grands-mères, tout autour de nous. Et donc on ne questionne pas, on se dit mais c'est normal, et puis on se dit je suis mon instinct, mais en fait pas du tout, parce que comme on n'est pas informé et qu'on ne sait même pas que qu'on peut allaiter son enfant jusqu'à ce que son enfant décide d'arrêter parce que c'est son heure à lui et c'est pas l'horloge de la pédiatre, ou mon enfant peut-être qu'il va me dire quand il aura besoin d'éliminer, et puis que je pourrais le tenir au-dessus des toilettes et que ce sera beaucoup plus simple et plus propre pour tout le monde et plus respectueux. Peut-être que finalement l'école c'est pas la seule façon d'apprendre et peut-être pas la plus efficace non plus. Mais si on n'est pas au courant, mais moi la première, j'aurais suivi les lignes toutes tracées, et je m'estime extrêmement chanceuse d'avoir eu le temps, d'avoir eu la curiosité, parce que je suis une grosse curieuse, d'aller voir ailleurs, et puis d'être exposée à des rencontres, à des livres. Mais c'est aussi pour ça que je trouve que quand des personnes comme toi et moi, on a accès à des informations qui sont finalement presque cachées, que ça devient une responsabilité de partager pour que chacun puisse faire un vrai choix, parce qu'on ne peut pas choisir sans être au courant de toutes les possibilités viables. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, communiquer sur d'autres choix possibles. C'est même un devoir, en fait, une urgence. Je pense que tu as peut-être ressenti ça aussi en faisant ton documentaire. Oui, totalement, parce qu'en plus, j'étais assez au courant des problèmes de médicaments qu'on donne aux enfants et des conséquences désastreuses. On m'avait proposé de jouer dans un film à un moment qui finalement n'avait pas pu se faire, n'avait pas été financé à la toute fin, mais qui était un film de fiction au sujet de la Ritaline, et qui prenait en fait des faits réels, avec des enfants qui s'étaient suicidés, mais même à 6 ans, quoi. Enfin, c'est épouvantable. Donc quand j'ai su que pour ces enfants à qui on donne des médicaments dangereux, des médicaments létaux, quoi, c'est pas juste avec des petits effets secondaires, et que ces enfants finalement, ou qui sont harcelés à l'école, qui souffrent terriblement, quand j'ai su qu'il y avait une autre possibilité qui était finalement possible pour tous ceux qui le souhaitaient, pour toutes les familles pour qui ça faisait sens de réorganiser leur vie, parce que c'est un choix de vie global, ça c'est certain. Et ça veut dire, dans presque tous les cas, gagner moins d'argent. Ça devient d'autres priorités, d'autres valeurs. Mais quand j'ai fait cette découverte, moi, j'avais forcément connu des enfants qui souffraient à l'école, même si j'avais pas connu de cas dramatiques personnellement. Qu'est-ce que tu aurais à dire à des parents qui prennent au sérieux toutes ces questions-là, qui perçoivent les enjeux d'une telle remise en perspective des apprentissages et de tout un modèle social finalement? La seule chose que j'aurais à dire, c'est n'écoutez que vous, vos enfants, votre cœur. Ne vous inquiétez pas. À partir du moment où on est en lien avec son enfant et en vrai dialogue, en vraie communication, et qu'on est à l'écoute de ses besoins, mais aussi des besoins des parents, et qu'on essaie de trouver une solution qui va être la meilleure pour le moment pour tous, on trouvera forcément un chemin. Il n'y a pas...
C'est inévitable. La seule chose, c'est voilà, d'être en confiance, que chacun puisse s'exprimer, dire réellement ce qui fonctionnerait pour lui et pour elle. Et après, on trouve le chemin pour mettre ça en place. Il y a forcément des solutions. Alors après, c'est de plus en plus difficile en France, mais bon, certains quittent la France. Enfin, chacun décide en famille. Je dirais que la vie, c'est maintenant. L'enfance de vos enfants passe tellement, tellement vite. Chaque instant est précieux et pour l'enfant de savoir que ses parents sont à l'écoute et que l'enfant a du pouvoir sur sa vie et que s'il s'exprime, s'il y a quelque chose qui est problématique, on va l'entendre. Je pense que ça aura des répercussions sur toute sa vie. Écoute, pour terminer ce podcast passionnant, je voudrais citer ce magnifique commentaire d'Isabelle Adjani sur ton film. Elle dit « Être et devenir est une clé qui autorise la sortie d'un système social construit sur la peur, une clé qui permet de regarder la vie autrement pour et avec nos enfants, mais aussi pour nous-mêmes. Ce film a apporté de façon fulgurante des réponses à mon propre enfant intérieur qui s'épuise, comme tout un chacun, depuis trop longtemps, à composer sa survie sans oser sa vie. Ce film, à travers le témoignage libérateur de ces familles pionnières du devenir soi, est un hymne à la nécessité interne. » Voilà, je crois que tout est dit avec ce commentaire. C'est vraiment un film à voir, à revoir, à diffuser au plus grand nombre. Il y a d'ailleurs la possibilité de le télécharger sur ton site internet être-et-devenir.com et le livre dont tu as parlé tout à l'heure est également disponible aux éditions donc L'Instant Présent. Oui, être et devenir, faire confiance à l'apprentissage naturel des enfants avec le film qui doit faire 50 pages, les bonus, mais ensuite près de 200 pages de ciné-rencontres organisées thématiquement et avec tout ce qui peut être le plus aidant. Donc ça va de la logistique au changement de société, il y a tout. Super. Eh bien, un immense merci à toi, Clara, pour cet échange et à bientôt. Merci à toi pour partager toutes ces informations essentielles. Bonne continuation. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast À Cœur Joie. Merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous.